Bien, confinement, les confinements, couvre-feu, reconfinement, comment s'en sortir? C'est le thème de notre table ronde avec autour de ce sujet Pierre-Antoine Molina, qui est préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la région Île-de-France. Frédéric Wisnowski, qui est le médiateur national du crédit. Stéphane Sajou, chef d'entreprise et à la tête de la Fédération française du bâtiment du 77, et Alain Piou, directeur commercial de la Société Générale, et puis qui représentera un peu le monde bancaire aujourd'hui. Voilà, je vais peut-être commencer, Monsieur le Préfet, par les actions de l'État. Donc, l'activité avait profondément reculé lors du premier confinement, confinement total, avec notamment l'ensemble des écoles qui étaient fermées, donc beaucoup de difficultés pour que les salariés puissent travailler, un recul de plus de 30% du PIB, quelque chose qui était absolument inconnu, et puis un fort rebond, une capacité de l'économie française et de vous, chef d'entreprise, en fait, de rebondir très très fortement pendant la période d'été, et là, reconfinement, alors certainement moins puissant que le précédent puisque les entreprises continuent à travailler, un certain nombre de pratiques sont mises en place comme le télétravail pour celles qui le peuvent. Donc l'État avait largement aidé et soutenu lors du premier confinement. On a l'impression qu'il faut peut-être encore aller plus loin. Alors est-ce qu'aujourd'hui, pour les petites entreprises qui sont en ligne aujourd'hui, on peut dire que l'État va aller plus loin dans son accompagnement ? Merci de votre invitation. Et très clairement, oui. Je crois que je n'ai pas besoin de rappeler ici les difficultés dans lesquelles nous sommes et qui ont conduit le gouvernement la semaine dernière à prendre ces mesures de reconfinement. Mais vous avez rappelé à juste titre que le confinement n'était pas tout à fait le même que celui que nous avons vécu au printemps. Cette décision n'était pas une décision facile et je crois que le gouvernement mesure les difficultés qu'elle occasionne pour bon nombre d'entreprises. Simplement, il faut avoir à l'esprit la responsabilité qui est celle des décideurs publics en ce moment. Et j'entendais les débats auxquels vous avez pu assister juste avant cette table ronde. Par-delà la controverse qu'on peut avoir, puisque aujourd'hui chacun se trouve une vocation d'épidémiologiste, ce qui préoccupe les décideurs publics, c'est de voir jour après jour les capacités de l'hôpital mises davantage sous tension et le risque dans lequel nous sommes, dans lequel nous pourrions être exposés de ne pas pouvoir soigner des personnes. Et c'est cela que je crois nous voulons tous éviter. C'est ce qui a conduit le gouvernement à prendre les mesures qu'il a annoncées. Il l'a fait en ayant à l'esprit, je le disais, les difficultés qui pouvaient en résulter pour les entreprises. Et il a eu la volonté de faire en sorte que les choses se passent au mieux, même si on sait que la situation est difficile. D'abord, dans la définition des mesures de fermeture qui ont été décidées, c'est délicat. C'est délicat parce qu'on veut à la fois prendre des mesures qui sont de nature à freiner la propagation du virus, mais dont les conséquences économiques soient le moins dommageables possible. Et puis parce que vous l'avez vu, les fermetures, elles répondent à deux types de critères. Il y a des activités qui sont autorisées, et puis il y a des établissements. Et il y avait le risque que, parce que certains établissements sont ouverts, et puis se livrer à des activités qui étaient interdites à d'autres. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a infléchi les mesures ces dernières heures. Et vous avez vu qu'un décret paru ce matin a eu pour objet d'égaliser les conditions d'exercice des activités économiques selon les établissements. Cet équilibre que l'on recherche, il est évidemment évolutif. Et le gouvernement sera à l'écoute à la fois de l'évolution des indicateurs et des revendications qui pourront s'exprimer de façon à, si la situation le permet, pouvoir faire évoluer les choses. Et il a fixé à cet égard l'échéance de la quinzaine de jours après les mesures qui ont été annoncées en fin de semaine dernière, c'est-à-dire l'échéance à laquelle on pourra voir les premiers résultats de ces mesures, si ces résultats permettent, le cas échéant, de les infléchir. S'agissant des mesures, faut-il aller plus loin pour soutenir les entreprises ? Votre question très directement. Le gouvernement a déjà fait beaucoup. Il a montré qu'il
qu'il savait se mobiliser auprès des entreprises. Au cours du premier confinement, il y a eu énormément de moyens mobilisés en faveur des entreprises et des entreprises franciliennes. J'en veux pour preuve les 43 milliards d'euros de prêts garantis par l'État dont ont bénéficié les entreprises franciliennes. Le 1,3 milliard d'aide du Fonds de solidarité pour les entreprises franciliennes. 920 millions d'euros de report de charges. 5,8 milliards d'euros indemnisés pour l'activité partielle dans la région. Ce sont des chiffres qui donnent un peu le tournis. On a bien en tête qu'à un moment donné, il faudra bien le rembourser. C'est très légitime de se dire que face à un choc aussi fort, il est normal d'en étaler le financement dans la durée, mais cela montre l'ampleur de l'effort de l'État. Et aujourd'hui, cet effort de l'État, on doit le prolonger et l'amplifier. Et le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures à cet égard. Le fonds de solidarité a été réactivé et étendu, et toutes les entreprises qui ont été fermées vont pouvoir avoir accès à des indemnisations allant jusqu'à 10 000 euros. Et puis même celles qui n'ont pas été fermées, mais qui perdraient plus de 50% de chiffre d'affaires, pourraient également y avoir accès. Il y a des exonérations de cotisations sociales qui ont été prévues, à la fois qui ont été étendu par rapport au premier confinement, puisque lors du premier confinement, c'était toutes les entreprises de moins de 10 salariés fermées administrativement ou aux PME appartenant à certains secteurs d'activité que c'était été réservé. Là, c'est toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui auront fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative qui auront accès. C'est pour tous les travailleurs indépendants des prélèvements qui seront automatiquement suspendus sans qu'il n'y ait aucune démarche à faire. C'est le report des cotisations sociales qui pourra donner lieu même à des remises dans le cadre des discussions avec les URSSAF. C'est l'extension du dispositif de prêt garanti par l'État. Donc on pourra demander ces prêts jusqu'au 30 juin 2021. Et puis, parce qu'on a bien en tête qu'un jour va se poser la question du remboursement, la possibilité d'étaler l'amortissement du prêt entre 1 et 5 années supplémentaires, la possibilité d'obtenir un nouveau différé de remboursement de façon à ce que les entreprises ne soient pas confrontées à des difficultés immédiates. Il y a au-delà de cela l'action qui a été engagée pour essayer de trouver une solution sur les charges de loyer à travers un crédit d'impôt qui sera inscrit dans le projet de loi de finances pour 2021. Donc il y a toutes ces mesures pour venir pour essayer d'alléger les difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées du fait de cette situation. Et puis au-delà de tout ça, il y a la volonté du gouvernement de faire en sorte, à travers sa politique économique et le plan de relance, que l'activité, le moment venu, puisse redémarrer aussi fortement que possible, que le rebond soit aussi puissant que possible et que la casse économique et sociale soit la plus faible possible. C'est la baisse des impôts de production, 2 fois 10 milliards sur chacune des 2 années. C'est les dispositifs qui ont été mis en place pour les entreprises en difficulté autour d'Ecodéfi, et puis c'est un certain nombre de dispositifs qui visent à favoriser l'investissement dans certains secteurs, aéronautique, automobile ou dans certains domaines. Et puis j'en terminerai par là, il y a les dispositifs qui relèvent du volet cohésion du plan de relance, mais qui visent à rendre plus nombreux, plus intéressants, plus larges les dispositifs permettant l'embauche sur des contrats aidés. Donc il y a cet ensemble de mesures. Je pense que si on se met à la place des entreprises auxquelles ces mesures s'adressent, il peut y avoir une certaine complexité et des difficultés d'accès. Donc la volonté du gouvernement, c'est de rendre l'information la plus disponible et la plus simple possible pour les chefs d'entreprise. Nous avons réactivé avec la Chambre de commerce et d'industrie, c'est la Chambre de commerce et d'industrie qui offre ce service, le numéro d'appel unique pour l'activité partielle de longue durée. Évidemment, l'activité partielle de longue durée a été réactivée, étendue, réactivée jusqu'à la fin de l'année. Et donc, il y a ce numéro 01 55 65 44 2 fois auquel les entreprises peuvent trouver l'ensemble des informations auxquelles elles doivent avoir accès et où elles peuvent avoir accès à une orientation vers les dispositifs qui peuvent être les plus adaptés à leur situation. Il y a aussi un numéro d'appel national, il y a le site internet France Relance. Et donc, tant sur le site de la CCI que sur le site France Relance sont disponibles des kits d'informations qui visent à rendre les dispositifs les plus lisibles possibles pour les entreprises. Voilà l'ensemble d'actions que nous cherchons à mener pour que, pour les entreprises et en particulier les PME, cette période nécessairement difficile, et on en a conscience, le soit le moins possible. Mais, merci beaucoup. Alain Piou, on parlait de PGE à l'instant, donc le PGE, prêt garanti par l'État, a été une formidable
machine a créé un pont de trésorerie pour les entreprises durant le premier confinement. La profession bancaire a été dans son ensemble en première ligne pour octroyer ces PGE, avec les garanties BPI France qui allaient derrière, mais c'est vous qui montiez les dossiers dans vos agences avec vos collaborateurs. Finalement, on arrive au mois de septembre, octobre, sans trop de casse dans les entreprises, avec des trésoreries qui ont été plutôt préservées, notamment grâce à ces PGE. Alors là, reconfinement, peut-être rebesoin de PGE, comme il vient d'être dit à l'instant, en plus possibilité de report. Alors que vont faire les banquiers? Que pouvez-vous dire à vos chefs d'entreprise qui sont vos clients habituels et que vous connaissez très bien? Écoutez, bonjour à tous d'abord. Merci de votre invitation. Je rebondirai sur les propos du préfet Molina. Effectivement, je crois que et l'État et la région et la BPI, beaucoup d'acteurs se sont mobilisés lors du premier confinement pour accompagner les entreprises. Ils ont mis en place un nombre très important de dispositifs et qui a été très bien distribué par tous les acteurs et notamment par les banques qui se sont mobilisées, vous l'avez dit, de manière massive. Près de 500 000 crédits ont été distribués, 120 milliards à l'ensemble des entreprises. Alors peut-être davantage 80 milliards pour les TPE, PME, PE qui nous écoutent sans doute ce soir. Alors effectivement, ça s'est bien passé, la distribution. Le pont a été réalisé et aujourd'hui, on constate assez peu de difficultés sur les entreprises. On s'attendait à avoir davantage de problèmes et finalement, ça montre que le dispositif a tout à fait bien marché. Finalement, aujourd'hui, on a assez peu de retours. Il faut aussi souligner le report des échéances des crédits existants qui a été massivement demandé par les entreprises et qui leur a permis de décaler effectivement beaucoup de charges. Alors vous l'avez dit et le préfet l'a dit également, il va falloir quand même penser au remboursement de l'ensemble de ces prêts. Et aujourd'hui, je crois que, et j'en suis sûr, même l'ensemble des banques et la Fédération bancaire française l'a réaffirmé encore vendredi dans un communiqué de presse. Nous sommes aux côtés des entreprises pour étudier avec elles et sans doute davantage de manière individuelle la meilleure façon de rembourser ces avances et de faire face aux difficultés qui pourraient se présenter. Je crois que les secteurs, on l'a vu, les secteurs ont été touchés très différemment. Les entreprises ont été touchées très différemment et il est important pour nous, comme pour eux, comme pour les chefs d'entreprise, d'avoir un accompagnement individualisé pour voir comment on va pouvoir sortir de ces PGE et les rembourser de la meilleure manière. Alors effectivement, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a annoncé un certain nombre d'annonces sur lesquelles nous sommes en train de travailler d'arrache-pied avec l'ensemble des banques, avec la Banque de France et les autorités de tutelle également, puisque nous ne pouvons pas faire tout ce que l'on souhaite. Nous sommes aussi sous la tutelle de la Banque Centrale Européenne, de l'European Banking Authority, qui décide et décrète d'un certain nombre de règles, mais nous sommes en train d'étudier, de regarder comment mettre en œuvre cette promesse de Bruno Le Maire de pouvoir différer d'une année de plus le remboursement du PGE de manière la plus simple possible. Et puis ensuite, de regarder avec les entreprises comment elles peuvent mobiliser leur bilan, les actifs de leur bilan, pour regarder comment on peut faciliter le remboursement du PGE. Les bilans des entreprises sont pleins de ressources. On peut parler du poste client qui peut se mobiliser au travers du factor. On peut parler de l'immobilier qu'elles ont constitué pendant des années et qui peut éventuellement servir à faire un relais là aussi. Il y a beaucoup de façons de pouvoir mobiliser de l'argent et donc de pouvoir plus facilement sortir de cette crise par le haut pour l'ensemble des entreprises. Vous avez parlé de remboursement du PGE, possibilité de mobiliser des postes clients, mais il y a peut-être des entreprises qui vont
revouloir du PGE, qui vont avoir besoin de nouveaux PGE. Donc, certes, il y a le remboursement qui peut être différé d'une année. Il faudrait peut-être que vous disiez, est-ce que ça va coûter et si oui, combien? Mais au-delà du remboursement, les entreprises qui ferment, les entreprises qui n'ont plus de clients, ne vont-elles pas revenir vers leur chargé d'affaires habituel et là, comment allez-vous les recevoir? Toujours bien, il n'y a pas de souci. Le PGE, donc le délai d'octroi du PGE a été repoussé. Ça, je pense que c'est une excellente mesure. Elle a été repoussée jusqu'au 30 juin 2021. Donc, on va pouvoir continuer à distribuer du PGE. Sur le coût, a priori, il n'y aura pas de surcoût par rapport à ce qu'on a connu. Hein. Donc, une garantie de l'État à 0,25% pour les 90% des entreprises, 0,50 pour les plus importantes. Et puis, aujourd'hui, les coûts des prêts sont... le coût de la ressource pour les banques est inférieur et quasiment à zéro. Et du coup, le coût du PGE est quasiment à zéro pour les entreprises. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça reste pas cher. Et nous allons continuer à distribuer le PGE pour ceux qui en ont besoin, dans la limite de ce qui est faisable et de ce qui a été décrété dès le début, c'est-à-dire essentiellement 25% du chiffre d'affaires. Cette limite n'a pas été revue à ma connaissance, elle va continuer à être en place. Et puis, voilà... Les entreprises sont les bienvenues. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau, les banques, les entreprises. Nous avons tous intérêt à ce que l'économie se porte bien et à ce que nos entreprises, petites ou grandes, ressortent de cette crise dans la meilleure santé possible. Il n'y a pas de banque sans entreprise et il n'y a pas d'entreprise sans banque. Merci beaucoup. Je vais demander à Frédéric Wisnowski, médiateur national du crédit. Alors, dans la région Île-de-France, la médiation du crédit, ça a été environ 3000 entreprises accompagnées, et sur ces 3000, environ 1500 pour lesquelles on a pu trouver avec les banquiers, avec BPI, avec un certain nombre de partenaires, la solution qui va bien. Vous, Frédéric, vous avez une vision encore beaucoup plus large en tant que médiateur national du crédit. Ce reconfinement, les entreprises aujourd'hui qui peut-être auront du mal à rembourser ce PGE et vont devoir le reporter un peu, le remboursement un peu plus tardivement. Peut-être vont devoir soit mobiliser des postes clients, soit avoir des besoins complémentaires. Est-ce que vous pensez que vous allez être face à une nouvelle forte poussée des demandes de médiation du crédit? Bonsoir à toutes et à tous. En tous les cas, on est prêt à y faire face. Je crois, pour rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites, on est dans une crise totalement particulière où l'État impose un arrêt d'activité. Donc il y a cette angoisse légitime, cette anxiété des chefs d'entreprise. Il y a un soutien, le préfet a mentionné des chiffres d'Île-de-France. Enfin, au total, c'est 200 milliards. 200 milliards. Entre l'activité partielle, le fonds de solidarité, le PGE, les moratoires, etc. Il y a à nouveau 15 milliards dans le cadre de ce nouveau du deuxième confinement, essentiellement d'ailleurs axé sur des soutiens directs, c'est l'activité partielle et le fonds de solidarité. Après, il y a des choses qui sont effectivement importantes. C'est d'être d'accompagner les entreprises qui ont des difficultés. C'est le rôle de la médiation et plus largement de la Banque de France. Et ensuite, ce qui est le deuxième point qui est important, c'est le dialogue qui va être nécessaire avec le banquier. Sur le premier point, l'accompagnement, ça a été dit, il y a beaucoup de dispositifs, c'est compliqué. Donc, faut pas hésiter, chef d'entreprise, à contacter nos correspondants TPE qui sont présents dans tous les départements, qui seront en mesure de vous orienter. Ça complète ce qui existe au niveau national. Il y a le site internet du ministère, il y a un numéro d'appel qui a été mis en place d'ailleurs en début de semaine où les chefs d'entreprise peuvent appeler pour être orientés par le ministère
sur les différents dispositifs, parce que ce qu'on s'aperçoit quand on a des dossiers de médiation, c'est quelquefois les gens ils viennent à la médiation parce qu'ils ont un problème effectivement avec leur banque, mais ils sont pas forcément au courant de la possibilité qu'ils avaient à bénéficier des reports de charges, des fonds de solidarité, des dispositifs régionaux, etc. Donc cette notion d'accompagnement et de connaissance de l'ensemble des dispositifs est quelque chose d'essentiel. Après, la médiation, elle est là effectivement face à des refus de crédit. C'est un dispositif qui avait été créé lors de la crise précédente, qui est géré par la Banque de France dans ses différents départements pour être au plus près justement des entreprises, principalement TPE, PME et des banquiers qui les financent. Donc heureusement, on avait ce dispositif qui est réduit en activité, qui a pu repartir. Le gouverneur a cité les chiffres, 10 500 saisines sur les 6 mois depuis mars. C'est 10 fois plus que l'ensemble de l'année 2019. Donc pour montrer l'effort de tes équipes et des autres équipes dans les succursales de la banque. Dans la moitié des cas, on a réglé le problème. Moi, je voudrais insister sur le discours que j'ai entendu. On n'aide pas les petites et les moyennes entreprises. Enfin, les 200 milliards, ils sont majoritairement sur des TPE, PME. 95% pour le PGE, 100% puisque c'est sa fonction, le fonds de solidarité, plus de 60% sur l'activité partielle, etc. Donc ce sont des dispositifs qui viennent en aide de manière majoritaire aux TPE, PME. Et la médiation, historiquement, et on l'a vu dans cette crise, est essentiellement aussi saisie par des TPE et des PME. Et comme je le disais, on arrive dans la moitié des cas à faire évoluer la position des banques. Le PGE a été distribué de manière massive, il reste disponible, il est prorogé. On est en moyenne à l'utilisation à 17% du chiffre d'affaires. Alors il y a des variations selon les secteurs. Enfin, ça montre que les entreprises qui ont obtenu un PGE peuvent revenir voir leur banquier pour un complément. Après, c'est vrai, l'argument, c'est de la dette supplémentaire. C'est pour ça que le PGE est un outil flexible. Au bout d'un an, on discute avec son banquier et on dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rembourse tout de suite? Est-ce qu'on demande un amortissement sur 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Et on a discuté des modalités pour que l'amortissement de la deuxième année, en fait, le capital ne soit remboursé qu'en fin d'année, ce qui équivaut à un différé de 2 ans. Donc voilà, donc il y a cette souplesse qui existe. Il est important que les entreprises qui nous écoutent connaissent, donc utilisent l'ensemble des moyens, y compris les CCI, ça a été rappelé, parce qu'il y a un accord qui a été passé avec le gouvernement dans le cadre du plan de relance, discutent avec leurs banques pour voir quelle est, en début d'année prochaine, leur situation exacte de trésorerie, et pour voir quelle est la meilleure situation. Si dans ce dialogue, à nouveau, il devait y avoir des difficultés, la médiation, bien sûr, sera toujours présente pour essayer de trouver des solutions. Comme je le disais, et comme ça a été dit, et c'est le raisonnement que j'ai toujours, une banque sans client, c'est pas une banque, et une entreprise, elle a besoin de la banque. Donc je crois qu'il y a une convergence d'intérêts des deux, et la médiation est là pour expliquer aux banquiers si jamais, il y avait des réticences, mais l'expérience a montré qu'on arrivait à avoir des solutions. Donc moi, je crois qu'il faut être confiant dans l'avenir. Il est incertain dans cette crise sanitaire, complètement. On est un peu dans l'inconnu. Donc je comprends l'anxiété, les interrogations, mais en tous les cas, les dispositifs d'accompagnement sont là. Il est extrêmement important de les utiliser au maximum. Merci. Dans les entretiens que les collègues de la Banque de France ont avec les entreprises, notamment les petites entreprises, on entend souvent parler des problèmes de délai de paiement. Alors, peut-être avant de basculer vers un chef d'entreprise, la vision de la médiation et de l'observatoire sur les délais de paiement, là, on a vu quelques chiffres apparaître, 19 jours de retard, 19 milliards au niveau national, c'est assez considérable. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui peut être fait sur ce sujet? Alors ça, c'est un sujet effectivement très important et compliqué. L'entreprise, c'est 600 milliards. Crédit de trésorerie à fin février avant la crise, on était à 240. Donc on voit que ce sont des masses qui sont beaucoup plus importantes. L'Observatoire dont la Banque de France assure le secrétariat sur les délais de paiement publie un rapport chaque année et montre chaque année le déficit de trésorerie que les retards dans les délais de paiement en quoi ils sont préjudiciables aux petites entreprises. Et le dernier rapport qui a été publié, qui est sur les données de 2019, montre que c'est 19 milliards. C'est
conséquent. Hein. C'est-à-dire, si les délais interentreprises avaient été respectés, il y aurait 19 milliards de moins de crédits de trésorerie. Ça veut dire que les TPE, PME sont obligés de se retourner vers les banques éventuellement pour financer ce déficit. C'est la raison pour laquelle la médiation, bien évidemment, était concernée par cette problématique-là, au-delà de l'implication de la Banque de France dans les travaux de l'Observatoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle je co-préside un comité de crise sur les délais de paiement. On a agi de manière efficace, très efficace sur les grandes entreprises, en nommant celles qui étaient vertueuses, en allant pourchasser individuellement celles qui ne l'étaient pas. Donc, je pense que ça a fonctionné. Ce qu'on voit dans des chiffres, il faut regarder avec précaution parce que c'est toujours des mesures compliquées. Effectivement, il semble y avoir eu une dérive dans les délais de paiement entre PME. La raison pour laquelle le comité de crise va essayer de suivre de manière plus fine cette évolution des délais de paiement, là encore pour agir. Mais il y a une vraie mobilisation qui est nécessaire, un vrai sens des responsabilités, parce que voilà, cette masse de 600 milliards, dès lors qu'elle bouge, ça a des conséquences directes et bien sûr pour les entreprises les plus faibles. Merci. Stéphane Sajou, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes au quotidien dans ces thématiques, confinement, déconfinement, reconfinement, financement de votre entreprise. Quel serait votre témoignage et vos questionnements ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous donner la parole. Moi, effectivement, je vais vous parler du terrain. Hein. Je suis en Seine-et-Marne, dans le terrain. Je suis sur le terrain. Je suis entrepreneur. Donc tous les jours, je vois des clients et je vais sur mes chantiers. Et je vis aussi dans un écosystème d'entrepreneurs au travers de la CPME et du BTP 77. Donc je suis tous les jours au contact des problèmes de terrain, de la réalité de terrain à l'instant T. Si je devais vous donner un témoignage de ce qui se passe sur le terrain et des problématiques que l'on rencontre, je partirais de deux images. Une première image qui serait un cyclone qui nous est passé dessus sur le monde économique, et puis une deuxième image qui serait plutôt les effets dominos. Le cyclone, on s'est pris la première vague du cyclone avec le confinement qui a vraiment cassé beaucoup de choses dans le monde économique, dans nos organisations d'entreprise, dans tout ce qu'on a imaginé, tout ce qui a été largement explicité avec brio ici. Après, il y a eu l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, je dirais que, il faut le dire, on a de la chance d'être dans un grand pays et avec une mobilisation de l'État, de la région, avec toutes les aides qui ont été décrites, qui a été extrêmement rapide, extrêmement soutenue, extrêmement puissante dans cet œil du cyclone, qui a permis effectivement à la plupart de nos entreprises, modulo près les marchés sur lesquels elles étaient situées, j'y reviendrai après sur l'effet domino, de tenir la tête hors de l'eau. Je dirais même plus, dans cet œil du cyclone, on a eu, je me retourne vers notre banquier, on a eu, je pense pour la plupart d'entre nous entrepreneurs sur le terrain, de meilleures relations bancaires. Les liens se sont resserrés, on a pu accéder à nos responsables d'affaires. Il y a vraiment une mobilisation, je dirais, très forte de ce point de vue-là. Et puis arrive cette deuxième vague du cyclone. Vous savez qu'il y a toujours deux vagues du cyclone. Et là, je suis très inquiet. Le monde de l'entreprise est très inquiet. Pourquoi ? Parce que effectivement, on a aussi beaucoup parlé cet après-midi du monde un peu d'après et des inquiétudes qu'on avait pour après. J'y reviendrai brièvement à la fin de mon intervention. Ça, bien sûr, il faut s'en préoccuper. Hein. Il y a des questions de marché qui sont en train de bouger. Il y a des questions de bouleversement numérique, qui se posent aux plus petits d'entre nous jusqu'au TPE, PME de 1000 personnes. Mais après, il va falloir qu'il y ait des entreprises qui puissent profiter et rebondir là-dessus. Si dans cette deuxième vague de cyclone, là, cette deuxième partie du cyclone, on finit de tout casser, il n'y aura pas grand monde à sauver derrière, il n'y aura pas grand monde à financer et à aider derrière. Et ça concerne vraiment le monde des TPE, PME. Donc vigilance sur ce point de vue-là et pour le traduire en termes simples et je dirais du vécu de terrain avec des entretiens que j'ai encore eu vendredi dernier et hier avec certains de mes confrères.
effectivement, on parlait du PGE2, là, nous on appelle ça le PGE2 entre nous. La plupart d'entre nous ont été très très raisonnables sur la sollicitation du PGE, ont mis en place des plans de trésorerie qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire, hein, très sincèrement, hein, pour les entreprises les moins structurées d'entre nous. On a mis en place des plans de trésorerie avec l'aide de nos banquiers en face pour présenter ces plans-là, et rares sont ceux qui sont allés chercher le maximum du maximum, c'est-à-dire les 25% du chiffre d'affaires, et ainsi de suite. Le sujet n'était pas là parce que le chef d'entreprise, il a quand même très en tête le fait qu'il va falloir qu'il rembourse. Sauf que si on prend le monde du bâtiment, après cette première vague de cyclone, effectivement, ce PGE 1 a pu supporter la charge, hein, aider les entreprises à passer le cap, à maintenir les emplois aussi. Sauf que, en fait, avec cette deuxième vague de cyclone, on voit que les chantiers sont pas arrêtés, mais on a 4-5 mois de rentabilité absolument dégueulasse, excusez-moi du terme, sur nos exécutions de chantier, parce qu'il y a des désorganisations dans tous les sens, il y a beaucoup de choses qui ont bougé et qui font que voilà, tout ça c'est un Tetris qui s'est bien désarticulé. Donc on recherche du PGE2. Pratiquement, comment ça se passe? 2 informations, 2 terrains qui peuvent être vérifiés. Je donnerai pas de nom parce que le sujet n'est pas là, mais des PGE 2 qui ont été demandés le 31 août, aujourd'hui, les dossiers sont toujours pas instruits. On n'a toujours pas de réponse. Quand on discute un petit peu plus profondément et qu'on commence à rentrer avec l'urgence qui s'annonce dans le dialogue avec nos interlocuteurs bancaires en proximité, on commence à se rendre compte que l'analyse de risque revient dans les banques à l'ancienne un petit peu, qu'il y a probablement aussi des volumes que nos partenaires financiers vont mettre à disposition pour distribuer ces PGE2. Donc voilà, c'est des petits signaux qu'on entend qui enlèvent de la visibilité et qui sont très inquiétants. Deuxième exemple, et c'est des choses qu'il faut vraiment entendre, et notamment peut-être du côté de la médiation, j'en ai parlé avec le président de la Banque de France de Seine-et-Marne de ce sujet-là, c'est le crédit fournisseur. Aujourd'hui, vous avez, ils sont connus, on peut les citer, hein, Sfacelaire, Pouet, des grandes entreprises comme celle-ci qui font du crédit fournisseur, qui ont réduit à 0 les encours fournisseurs. Pas de problème, en fonction de je ne sais quoi. Alors on a essayé d'instaurer un dialogue, mais en tout cas on a pas mal d'entreprises qui sont aujourd'hui même dans cette deuxième vague de cyclone en capacité de rebondir et qui se trouvent handicapées parce que chez leurs fournisseurs, elles n'ont pas de crédit fournisseur, c'est à 0, donc elles sont obligées de payer, comme on dit chez nous, au cul du camion. Et payer au cul du camion quand on a déjà pas mal de problèmes de trésorerie, eh ben ça devient assez compliqué. J'allais sur les effets dominos. On a vu aussi qu'il y a une forte action effectivement du gouvernement et le préfet Molinard l'a souligné. Il faut faire très attention parce qu'il y a des effets de bord énormes parmi les entreprises. Je prendrai un exemple simple. Vous avez une entreprise qui fait du nettoyage industriel, qui a pour client de l'hôtellerie parisienne. Elle est dans aucun spectre de support, hein, d'assistance, elle est dans aucun de ces spectres-là, et pourtant aujourd'hui elle a son chiffre d'affaires qui s'écroule, elle a des gros problèmes de chômage partiel et de renouvellement de chômage partiel, et elle a un avenir qui est incertain. Donc je voulais attirer aussi l'attention sur ce sujet-là, c'est qu'il y a des effets de bord aujourd'hui avec ces effets dominos d'un point de vue économique, qu'on peut lire de façon très micrométrique sur les territoires, qui ont vraiment de l'importance parce que c'est de l'emploi territorial, c'est de l'emploi aussi qui pourrait disparaître. Et je dirais même au-delà d'emplois qui disparaissent, on a des entreprises, des TPE, PME, qui ont des savoir-faire, qui ont des réseaux de clients, qui ont des organisations qui sont assez performantes. Et si ces entreprises-là sont détruites à un moment donné et que voilà l'emploi s'envole et que tout ça va à la porte du tribunal du commerce, ces organisations-là, avant qu'elles se recomposent et qu'elles retrouvent le même type d'efficacité, eh ben on va avoir des soucis. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur tous ces sujets-là. Dernier petit exemple, hein, mais c'est toujours très simple, mais c'est le diable se cache dans les détails, comme on dit souvent. Mais aujourd'hui même, voilà, pour certaines entreprises qui sont quand même sur des marchés qui ont des tailles assez suffisantes, le renouvellement de leasing pour des renouvellements de parcs automobiles, hein, reste difficile alors qu'on est dans le leasing, quoi. Donc on n'est pas dans une contraction qui nous emmène à la médiation, hein, mais on est dans des temps et dans une réaction un petit peu plus compliquée. Dernier point, Monsieur le médiateur l'a abordé tout à l'heure avec des chiffres sur les délais de paiement. Clairement,
on a vu une contraction, décontraction. Première vague du cyclone, une contraction sur les délais de paiement qui a été assez immédiate, y compris sur la commande publique, avec, je dirais, pas de la mauvaise volonté, mais une désorganisation aussi des services qui a fait que c'était plus difficile de passer par Chorus et se faire payer, passer toutes les étapes. Hein, c'est une réalité pour tout le monde, ça. Quand on était dans l'œil du cyclone, vraiment là, on a ressenti, il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de clients qui étaient très bienveillants, hein, qui ont fait en sorte de payer au plus rapidement les factures. Et là, on voit se réinviter à nouveau une nouvelle contraction qui est un peu d'une autre nature, c'est que là, même s'il y en avait qui étaient plutôt bienveillants, ils vont plus avoir les moyens de leur bienveillance. Et donc là, on va avoir cet effet domino où mon client ne paye pas, je vais payer en retard mon sous-traitant qui paiera pas son matériel, qui paiera pas son salarié. Et c'est là que ça commence, c'est là que commence la catastrophe. Alors, j'ai envie d'être positif, j'ai envie d'être très positif parce que je pense que tout le monde a pu le constater. C'est pas nous, c'est PME, hein, qui allons dire le contraire, mais il y a une capacité de résilience et de rebond de l'ensemble des PME qui est assez extraordinaire. On voit la mutation qui se fait assez rapidement sur des solutions numériques, sur des mobilisations différentes sur les différents marchés en fonction des compétences des entreprises. Mais quand même, je pense que cette deuxième vague du cyclone, il faut y être très très prudent parce que on peut finir de casser ce qui a commencé à être cassé et un petit peu sauvegardé à la première vague, et ça serait bien dommage d'avoir fait tous ces efforts et de pas être dans cette urgence là, c'est une urgence de trésorerie, vous l'avez compris, d'être capable vraiment de resserrer à nouveau les liens, que nos amis banquiers et tous les dispositifs qu'on a à disposition puissent pas se remobiliser comme ils se sont mobilisés la première fois. À la hauteur, ils doivent être mobilisés pour sauver le soldat Ryan derrière. Voilà. Merci. Effectivement, ce genre de table ronde vise à ce que tous les acteurs se mobilisent ensemble, hein, et tirent tout dans le même sens. On a entendu la présidente de région tout à l'heure, la vice-présidente parler, monsieur le préfet qui montre comment l'État accélère encore, hein, pour soutenir les entreprises. Vous-même, profession bancaire, comment vous êtes attentif à la situation de vos clients. On entend pour autant qu'il y a des interrogations, quelques inquiétudes. On va peut-être donner la parole à ceux d'entre vous qui sont en ligne et qui ont des questions à poser pour cette suite et fin de tour de table. Oui, effectivement, ils sont nombreux et les questions sont diverses. Donc, je prendrai trois sujets principaux qui reviennent, hein, d'une façon récurrente. Alors, les prêts garantis par l'État, Jean Pellegrin pose notamment la question pourquoi ne pas transformer les PGE en quasi-fonds propres, eu égard aux garanties qu'il y a derrière. Ça, c'est une question qui a été posée par d'autres. Michel Ducré, elle s'interroge sur le différé de remboursement et voilà, est-ce que mon banquier a le droit de me refuser ce différé de remboursement qui est désormais admis et surtout officiel. Côté médiation, il y a une question d'un dirigeant qui a vécu une procédure collective en 2019. Et cette péripétie, hein, je vais dire, hein, cet accident de la vie d'une entreprise, hein, qu'il a vécu, lui complique énormément l'accès aux aides, hein, et notamment au PGE. Il pose la question, qu'est-ce que je peux faire? Et donc là, peut-être le médiateur national du crédit pourrait répondre. Et enfin, alors là, toute une série de questions financières techniques. René Pascal pose notamment la question, comment être sensibilisé en tant que chef d'entreprise, de petite entreprise ou de PME, au bon niveau de fonds propres pour traverser les épreuves. Et donc là, peut-être, on pourrait penser aux correspondants PPE qui, dans le maillage dense, sillonnent toute la France. Et une question qui est du même ressort, hein, et la cotation Banque de France dans tout ça, en période de crise. Est-ce qu'on va, comme dit Michel Ducré, est-ce qu'on va tenir compte de cet environnement atypique, de cette crise qu'on n'a pas vue, et surtout dont l'ampleur est c'est du jamais vu, écrit-elle, hein. Donc, est-ce qu'on va tenir compte de tout ça pour ne pas être pénalisé par des cotations qui devraient être dégradées? Et ensuite, il y a d'autres questions fiscales, mais ça, on passera après pour monsieur le préfet. Ok. Écoutez, on va déjà essayer de répondre à celle-là.
Les PGE, ça peut être du quasi-fonds propre, Frédéric Wiesnowski, c'est pas tout à fait la réglementation française, hein. Ça va même au-delà, alors sans rentrer dans tous les détails techniques, on fonctionne dans un cadre européen. Donc il y a ce qu'on appelle des systèmes d'aide d'État, et donc le système d'aide d'État a défini un certain nombre de caractéristiques auxquelles répondent le PGE, 25% de chiffre d'affaires, des niveaux de rémunération de la garantie, une durée maximale de 6 ans. Donc au regard du texte européen, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il faudrait déjà changer le texte européen avant de modifier le dispositif français. Donc la partie fonds propres ou quasi-fonds propres ou renforcement de la structure financière, pour être plus précis, est quelque chose qui est pris en compte, hein, dans le cadre du plan de relance. Il y a un objectif qu'a assigné le ministre de 20 milliards de distribution par les banques d'ici fin 2022 de prêts participatifs. Alors c'est pas des fonds propres, c'est pas des quasi-fonds propres, mais c'est de la dette long terme avec alors, les caractéristiques sont en cours de discussion là aussi avec la Commission européenne. Enfin plus de 7 ans avec différé probablement d'amortissement pendant une certaine période. Donc on renforce la structure financière, le haut de bilan sans aller jusqu'à des fonds propres. Donc il y a des dispositifs qui sont possibles. Sur là, j'en profite pour répondre à la question sur le procédure collective. Effectivement, c'est typiquement beaucoup des dossiers d'ailleurs qu'on voit en médiation. Ce sont soit des gens qui ont été en procédure collective en 2019, qui sont éligibles, hein, puisque dès lors qu'ils sont sortis de la procédure collective, on voit beaucoup d'entreprises qui sont à capitaux propres négatifs. Et donc c'est vrai que dans ce cas-là, les banquiers sont réticents. Et cette réticence, parlons à la place du banquier, elle a une légitimité. Le gouvernement a fait un choix qui me paraît excellent comparé à ce qu'ont fait d'autres pays, c'est-à-dire de dire je vais passer par le filtre bancaire et je vais faire prendre une partie du risque par les banques. Alors que d'autres pays ont choisi une formule différente où c'est guichet ouvert à tout va avec garantie complète de l'État. Donc l'État va financer d'énormes pertes, à mon avis, dans ces États-là. Il y a eu des articles de presse d'ailleurs qui le relataient. Donc prise de risque par les banques, en plus à prix coûtant. Ça a été rappelé, donc les banques n'ont pas de marge puisqu'elles font payer le coût de la ressource. Donc cette année c'est 0%. On peut penser que l'année prochaine ce sera probablement encore 0%. Donc si une entreprise a été en procédure collective, si une entreprise est en capitaux propres négatifs, c'est qu'a priori, elle avait des problèmes qui n'ont rien à voir avec cette crise. Donc la crise vient rajouter. Donc c'est vrai que tout le dispositif, il est fait pour aider les entreprises qui, du fait de l'arrêt d'activité, ont des problèmes. C'est pour compenser cette perte d'activité. Ça ne règle pas les problèmes antérieurs. Donc voilà. Donc les banques, de manière légitime, regardent plus attentivement ce type de dossier. Ça explique majoritairement les refus de PGE. On est à 2,7%. Donc ça fait quand même, c'est beaucoup, mais c'est 16 000 entreprises comparé à 600 000 qui ont eu des PGE. Et c'est l'essentiel de ces 16 000 qu'on va retrouver à la médiation. Et c'est là qu'on arrive à expliquer aux banquiers, oui, mais d'accord, il y a eu des problèmes, mais le dirigeant peut lui faire confiance, il y a une capacité de rebond, etc. Donc c'est pas définitif. C'est d'autant moins définitif qu'il y a des dispositifs complémentaires qui ont été mis en place par l'État, hein, sous forme de prêts participatifs. Je ne parle pas de ceux qui vont être octroyés par les banques, mais de prêts participatifs ou d'avances remboursables selon la taille des entreprises. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à utiliser ces dispositifs. Ils sont très peu utilisés aujourd'hui. Ils sont peut-être insuffisamment connus. En tout cas, ils sont très peu utilisés, enfin, loin des montants qui ont été mis à disposition. Et puis voilà, il y a les dispositifs régionaux dont on a parlé. Donc le fait d'avoir été en difficulté ne doit pas arrêter les choses. En tous les cas, ça ne doit pas empêcher de saisir la médiation face à un refus pour qu'on essaye de trouver une solution à ce type de situation. Mais merci. Peut-être un mot sur la question quel est le bon niveau de fonds propres. C'est une question un petit peu complexe sur laquelle il va être difficile de répondre en 2 mots. Par contre, moi, ce que je peux vous inciter à faire, c'est de prendre la tâche de votre correspondant TPE de votre département. Donc, il y a un correspondant TPE dans chacun des départements d'Île-de-France. Hein, donc, vous pouvez le saisir très très simplement par mail, par exemple. Hein, c'est simplement CTPE.
votre numéro de département, @banque-france.fr, et vous aurez un entretien personnalisé avec lui. Donc là, je pense que ça sera une réponse bien meilleure que celle que je pourrais faire comme ça plus globalement. Sachez aussi que ce correspondant est capable de vous proposer, de vous donner une sorte de tableau de bord qui positionne votre entreprise et les performances de votre entreprise dans son secteur d'activité. C'est totalement gratuit pendant cet accompagnement Covid. La Banque de France vous offre cet accompagnement. N'hésitez pas, ça peut être utile pour parler avec votre banquier, ça peut être utile pour parler avec un assureur crédit. En tout cas, allez vers votre correspondant TPE dans chacun des départements et vous aurez des réponses très très précises. Sur la cotation, ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque de France essaie de vous accompagner le mieux possible. Alors bien évidemment, il y a des règles européennes avec la BCE sur la cotation. Donc il y a une certaine méthodologie qu'on se doit de suivre. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que d'abord, si je prends le cas de l'Île-de-France, 2/3 des entreprises disposent d'une cotation favorable, donc refinançable auprès de la BCE. Donc c'est énorme, 2 entreprises sur 3. Ce qui ne veut pas dire que certaines entreprises n'ont pas des difficultés, mais la très grande majorité des entreprises sont aidées par la cotation Banque de France. Et deuxièmement, même s'il est probable qu'il y ait un certain nombre de dégradations de cotation eu égard à la situation économique, nous le faisons toujours de façon extrêmement progressive. Et votre cotation, en règle générale, même si elle venait à être dégradé, ce qui n'est pas du tout automatique, le serait très probablement que d'un seul cran. Donc nous souhaitons permettre les capacités de rebond et de ce point de vue, soyez rassurés. Et là aussi, votre correspondant TPE peut être votre bon interlocuteur si vous avez besoin d'un entretien de cotation. Je vois que... Oui, je voulais rajouter une petite chose sur les fonds propres, sur le bon niveau de fonds propres, et puis effectivement sur la cotation. Par expérience, sur notre département en Seine-et-Marne, on a de très bonnes relations, logiquement, et c'est pas extraordinaire avec la Banque de France. Et effectivement, la Banque de France nous suggère toujours de venir vers elle, nous entrepreneurs, pour exposer notre bilan et pour l'argumenter et pour qu'elle puisse ajuster au mieux notre cotation Banque de France. Dans les périodes qu'on connaît, je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Il y a vraiment une grande disponibilité. Puis je vais faire un peu le VRP de la Banque de France aussi. La Banque de France aussi met à disposition, c'est un petit peu payant quand même, mais une application qui permet justement, en fonction de son secteur d'activité, de rentrer avec son comptable quelques chiffres clés de l'entreprise, justement pour pouvoir situer le niveau de performance de l'entreprise. C'est aussi un produit qui est assez intéressant, assez simple à utiliser. Merci. Frédéric, vous vouliez compléter? Oui, non, il y avait une question sur le différé de remboursement. Il faut être clair. Ce n'est pas un droit. Ce qui a été convenu, donc ça peut être refusé. Ce qui a été convenu, c'est que les banques s'engageaient à le proposer en fonction de la situation de chaque entreprise. C'est la logique du PGE. Le PGE, c'est pendant un an, il n'y a pas c'est juste la garantie. Après coûtant, donc c'est 0. Et puis on rembourse pas le capital. À la fin de la première année, on discute avec son banquier, comme je disais tout à l'heure, en fonction de sa situation de trésorerie. Soit on est capable de rembourser, bon, c'est terminé, soit il y a la possibilité de convertir en un crédit amortissable qui peut aller jusqu'à 5 ans. C'est dans cette discussion que le banquier s'engage à regarder la possibilité de dire, la deuxième année, vous allez me payer l'intérêt, donc probablement 0,0, la garantie, là, elle augmente, 0,50, et puis le capital, soit vous êtes en mesure de me le rembourser tous les trimestres, très bien, et sinon, je vais vous le faire rembourser que en fin d'année, la deuxième année. C'est ça, ce différé. Mais c'est une analyse au cas par cas en fonction de la situation de chaque entreprise. S'il y a des refus, là encore, n'hésitez pas, venez saisir la médiation et on engagera une discussion avec les banquiers. Mais c'est d'abord un engagement de regarder avec attention, mais il n'y a pas d'automaticité. Je crois que c'est très important à retenir. Oui, je crois que tous ces échanges montrent, M. Sajoulani, M. Wisniewski aussi, le professionnalisme qui a été démontré par les banquiers, tous ceux qui ont étudié les dossiers. Lors du premier PGE, certains chefs d'entreprise sont venus en disant où sont mes 25% de chiffre d'affaires, etc. Non, on a étudié les dossiers, on a convaincu effectivement avec des plans de trésorerie quel est le coût de ce premier confinement, qu'est-ce que ça vous a coûté, quel accompagnement vous avez eu besoin, et vous reconnaissez que finalement, sans cette deuxième vague,
la plupart des entreprises, la plupart des besoins ont été remplis. Donc, je voudrais souligner que nous faisons notre métier. En tant que banquier, nous évaluons notre capacité à accompagner les entreprises, c'est-à-dire en fait notre capacité, en tout cas la capacité de l'entreprise à rembourser les prêts que l'on leur donne. Et comme vous le soulignez tout à fait, les chefs d'entreprise sont attentifs à pouvoir rembourser leur crédit. Il en ira de même pour la deuxième vague. Bien entendu, les entreprises qui en ont besoin, qui pourront avec lesquels on se mettra d'accord sur le fait qu'ils ont un besoin supplémentaire dans la limite de 25% parce que, on l'a répété, nous ne sommes pas maîtres à bord de ce sujet-là. C'est la Banque Centrale Européenne, c'est le BA qui fixe les règles. Donc nous, on suit les règles. Et à l'intérieur de ces règles, vous pouvez compter sur le professionnalisme de mes collègues pour définir la capacité de remboursement réel de l'entreprise et ses besoins, et nous accompagnerons dans ce cas-là, bien entendu, les entreprises parce que c'est notre métier. Effectivement, nous sommes contraints par quelques règles. Nous ferons notre travail d'étudier au cas par cas tous les cas. Je veux le répéter, tous les cas, toutes les personnes qui viendront nous voir, nous étudierons, mais de manière sereine, la situation réelle. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons terminer cette table ronde avec une dernière série de questions. Nous avons beaucoup parlé PGE et prêts pour nos entreprises, mais en fait nous avons beaucoup de questions sur d'autres sujets, donc je vais essayer de regrouper toutes les questions pour que vous puissiez dans les quelques minutes qui nous restent tenter de répondre à un maximum de choses. Il y a d'abord beaucoup de questions sur les entreprises qui se sentent oubliées au-delà du prêt par les autres dispositifs d'aide. Notamment, nous avons Bernard Weinstein qui nous souligne le cas de son entreprise qui n'est qu'à moins 30% de chiffre d'affaires dans son secteur. Il n'est pas dans un secteur listé S1, S1 bis, donc il n'a pas le droit, il est exclu des différentes aides. On a des cas, notamment Youssef, qui témoigne de son entreprise qu'il a créée en mars 2020. Pas de comparatif possible avec les années précédentes sur les dispositifs du Fonds de solidarité. Autre cas de secteur hors S1, S1 bis, l'immobilier, avec notamment, il y a des cas d'agents qui ferment, qui referment, qui ne peuvent plus exercer leur activité, qui ne sont pas dans les secteurs considérés par ces aides. Donc ça, c'est vraiment pour les entrepreneurs qui témoignent et qui nous remontent, qui se sentent oubliés de ces dispositifs. Et après, sur les aides qui sont proposées, il y avait une question notamment de l'UNES sur le déblocage des plans d'épargne retraite qui avaient été annoncés, qui ont été mis en place par suite à des annonces du ministre Le Maire, où il y a eu une aide de 2000 € qui avait été faite au premier semestre, qui n'est plus forcément suffisante pour répondre aux besoins de déblocage de fonds. Et on en vient aux autres questions d'entreprises qui se sentent aujourd'hui vraiment en difficulté. La question des reports de charges, URSSAF, charges sociales, qui ne sont qu'un report et qui posent de plus en plus de questions, de doutes, d'interrogations sur la capacité de rembourser plus tard. On a aussi des questions sur des questions fiscales, notamment sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tous les travailleurs non salariés. Est-ce qu'ils vont pouvoir décaler, payer plus tard sans intérêt leurs impôts puisqu'ils ne sont pas sur le régime de l'impôt société. Et je vais terminer sur un dernier point qui va concerner peut-être plutôt le préfet, mais qui est une remarque de Michel Nucrest qui est dans le bâtiment et qui souligne que le secteur s'est mobilisé pour maintenir l'activité et là est en mesure de maintenir tout cela, mais ça dépend beaucoup de la commande publique, de la capacité des maires, des collectivités locales à délivrer les permis dans les temps et ne pas bloquer les marchés, les paiements qui ensuite. Bien, Pierre-Antoine Molina, Monsieur le Préfet, est-ce que vous pouvez rassurer ces chefs d'entreprise qui font preuve d'une certaine inquiétude avec des trous dans la raquette, des effets de bord? Alors, je les comprends et je vais essayer de le faire, mais dans la limite de ce que je sais et de la vérité, parce qu'il faut être
franc entre nous. Donc, les entreprises hors S1, S1 bis, elles sont pas exclues de toutes les aides. Elles ont accès à un certain nombre d'aides, mais les conditions sont plus difficiles à remplir. Quant aux entreprises les plus récentes, c'est sûr que c'est plus difficile pour elles de matérialiser une baisse de chiffre d'affaires. Donc, vous dire que ces difficultés n'existent pas, ça je ne le dirai pas. Toutefois, je tiens à insister sur le fait que on n'est jamais exclu de tous les dispositifs, et il y a toujours des dispositifs qui sont bénéfiques pour l'ensemble des entreprises. Cela dit, je note ces préoccupations et il y en a un certain nombre d'entre elles qui peuvent alimenter la réflexion du gouvernement sur l'évolution possible de ces dispositifs. Alors l'impôt étant du ressort du législateur, bien loin de moi l'idée de prendre des engagements là-dessus, mais je note aussi la remarque sur l'impôt sur le revenu des non-salariés. Ce que je voudrais dire surtout, c'est sur le secteur du bâtiment. Sur les commandes, là je voudrais rassurer, parce que nous sommes dans une région où il y a énormément de grands chantiers, où la commande publique est assez dynamique. Nous avons les chantiers liés aux Jeux Olympiques, nous avons les chantiers liés au Grand Paris Express. Il y a un grand nombre de chantiers, ces chantiers se poursuivent, donc il n'y a pas de baisse de la commande. Vous avez cité tout à l'heure les problèmes qu'on a eus sur Chorus, qui ont pu se traduire par un ralentissement de la commande publique. Tout simplement, on n'avait pas vraiment les outils immédiatement pour permettre de passer des opérations Chorus en télétravail. Il y avait ça aussi. Mais depuis, l'administration s'est un peu adaptée, pas totalement, mais elle a fait des progrès. Et donc là, je pense que la période se passera mieux de ce point de vue-là. Et puis surtout, il y a le plan de relance. C'est-à-dire que le plan de relance, on a quand même 4 milliards d'euros sur l'ensemble du territoire pour la rénovation énergétique des bâtiments. 3 milliards pour les bâtiments d'État, 1 milliard pour les bâtiments des collectivités locales et même 300 millions en plus pour les bâtiments des régions. Enfin, c'est 1,3 milliard pour les collectivités locales si j'inclus les régions. Donc, de la commande publique, logiquement, la commande publique devrait être aux côtés des entreprises et devrait permettre de stimuler les entreprises de ce secteur. J'ai bien en tête le problème sur le ralentissement des permis de construire, parce que cette année, la situation sanitaire a fait que les élections municipales ont été reportées, les nouvelles équipes se sont mises en place plus tard, l'instruction des permis de construire a pu reprendre plus tard. Et nous avons demandé à l'ensemble des préfets de département de la région Île-de-France de sensibiliser les maires sur la nécessité de reprendre rapidement la délivrance des permis de construire de façon à ce que ces difficultés soient minimisées. Merci beaucoup. Notre table ronde touche à sa fin. Je dirais en conclusion, en tout cas, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. La CPME est à votre disposition, bien évidemment, pour traiter avec vous de vos difficultés. La Banque de France l'également. Je vous ai parlé des correspondants TPE tout à l'heure. Nous n'hésiterons pas à solliciter les services de l'État, les services de la région, faire les liens avec les banquiers. Donc surtout ne restez pas seuls si vous avez des points d'interrogation. Et c'est tous ensemble que nous passerons ce moment qui va être quand même difficile, mais que nous allons surmonter. Nous en sommes tous certains. Merci beaucoup.